Kwahiatonk, marquer l'imaginaire. Kwahiatonk et ses partenaires sont fiers de vous présenter les balados Cercle de lecture. Dans chacun des épisodes, Ève Bastien et ses invités discutent d'une œuvre du corpus littéraire autochtone qui mérite d'être mieux connue. Aujourd'hui, épisode 2, Aquarium de J.D. Kurtness. Coué, chers auditeurs, mon nom est Ève Bastien et je vous souhaite la bienvenue pour cette édition où l'on se plonge littéralement dans une fiction de l'autrice J.D. Kurtness avec le roman Aquarium. J.D. Kurtness est née à Chicoutimi, d'une mère québécoise et d'un père Innu de Mastoyatch. Elle s'installe à Montréal pour entreprendre des études sur les microbes, mais finalement, à notre grand bonheur, elle se dirige vers l'écriture. Publié en 2019, Aquarium est son deuxième roman. Aujourd'hui, pour discuter de ce récit d'anticipation où la réalité dépasse parfois la fiction, nos deux invités. L'homme de théâtre et marionnettiste Wendat Jocelyn Sioui. Reconnu comme l'un des premiers marionnettistes autochtones du Québec, il est également le directeur artistique et cofondateur de la compagnie de théâtre Belzébrut. Et fondateur et directeur du OUF, Festival OFF Castelier, le plus grand rassemblement de marionnettistes au Canada. Il a également fait ses débuts remarqués dans le monde de la littérature en 2020 avec son livre Mon oncle Jules. Coué, M. Sioui, et merci de vous joindre à nous. Bonjour, je suis content d'être là. Merci de m'avoir invité. Merci. Et aussi des nôtres, Mme Sylvie Nicolas. Mme Nicolas est directrice littéraire de la maison d'édition Anne Norac. Elle travaille aussi comme traductrice, en plus d'être elle-même poète et écrivaine. Elle a été 2 fois finaliste au prix du gouverneur général pour un texte jeunesse, ainsi que pour sa traduction de Right Away Monday, Lundi sans faute, de Joël Thomas Hines. Elle a publié une trentaine de titres, dont la moitié en littérature jeunesse. En plus de son travail de traductrice, elle a collaboré au journal Le Devoir comme critique de théâtre à Québec. Madame Nicolas est également chargée de cours en création littéraire à l'Université Laval. Coué, Madame Nicolas. Oui, ça me fait plaisir d'être là. Merci à vous deux. En entrée de jeu, Aquarium, en fait, on écrit Aquarium avec un S parce que chaque chapitre du livre est un chassé-croisé d'histoire. C'est un livre qui a plusieurs couches, plusieurs niveaux et une très belle complexité. J'aimerais vous entendre un peu. J'avais de la misère à décrire le roman. Alors, je laisse ça à mes invités. J'aimerais vous entendre, M. Sioui, comment vous décririez ce roman? Très, très bonne question. En fait, c'est... il y a de l'anticipation, mais ce n'est pas que ça. En fait, c'est un parcours de filiation qui démarre très, très loin, mais qui fait des sauts dans un présent et dans un futur rapproché, où on suit le personnage principal je dirais, dans une lutte écologique de survie. En fait, on est vraiment sur la survie en beaucoup de points. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le perçois. Je ne sais pas comment Sylvie elle pourrait le décrire, parce que c'est sûr que c'est pas un livre qui est je dirais, en fait, il est quand même spécial. C'est-à-dire que sa structure est spéciale. Chaque chapitre nous guide d'un monde à l'autre, en fait. Fait qu'il faut se laisser guider par tout ça. Fait que c'est un peu particulier, mais ça se lit très, très bien, là. Je vais compléter, Jocelyn, ce que tu viens de dire. Personnellement, je l'ai vu beaucoup comme ce qu'on appelle maintenant un roman par nouvelle. Chacun des chapitres, quelque part, aurait pu être une nouvelle d'une certaine façon, sauf peut-être à la fin où tout est ramené et donne un éclairage sur l'ensemble. Mais il y a vraiment des passages, comme je pense entre autres au jeune homme qui ouvre, le personnage du jeune homme qui ouvre le roman et qui est un personnage qui souffre de ne pas avoir eu le courage d'aller au bout de l'épreuve de scarification, en fait, ce qu'on appelle le coming of age ou le rite de passage. Et ce personnage-là est un petit peu déstabilisant au départ, mais il est lui-même assez complet comme dans cette petite histoire, ce qui fait que moi, j'ai eu l'impression que ce qui lie l'ensemble, c'est vraiment la voie narrative qui débute avec la petite Émeraude Pic à l'âge de 4 ans. Oui. Et le personnage aussi dont vous parlez là, du début, en fait, je trouve, moi, la fin, dans ce qui serait la dernière nouvelle, comme vous dites,
finalement a une belle conclusion. On a une belle conclusion pour ce personnage-là, dans le fond, qui devient pratiquement intemporel malgré tout. Ben, ça nous ramène à ce que disait Jocelyn, d'une certaine façon, la filiation, la transmission d'une histoire aussi, et cette idée de proximité entre le lointain passé et le très proche futur. Malgré le fait que ce soit pas comme un roman, en fait, qui parle, par exemple, de l'histoire des Premières Nations, avez-vous senti un peu comme moi, justement, cette volonté-là là, de passer, d'avoir le, comment je pourrais dire, de raconter une histoire un peu à la façon des Premières Nations, d'aller vraiment dans le côté ancestral pour venir ensuite dans quelque chose de plus contemporain, mais pour appuyer ses racines? Oui, moi, c'est ce que j'ai senti tout à fait. Ce rapport, c'est ça, ce rapport à la filiation-là tout le long. Parce que c'est vrai que d'un point de vue, puis moi, j'adhère tout à fait à ça, on n'est pas obligé d'écrire toujours sur nos racines à titre d'auteur autochtone. Puis on sent que c'est présent, mais sans nous le plaquer. Puis ça donne une certaine force au livre aussi, je dirais, parce que ça devient un peu plus universel. On sent que la filiation du personnage est assez éclatée aussi dans le temps, dans les époques, dans les lieux aussi. On n'est jamais au même endroit, en fait. Donc, on n'est pas attaché à un lieu, on est plus attaché au sens de la survie, en fait, parce que ce personnage-là, à la fin, est face à un destin qui est incertain, en fait. Est-ce qu'elle va avoir elle-même une filiation? Est-ce que le monde va se poursuivre? Donc, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées. Et puis, donc, ça donne un sens sur nous-mêmes aussi. Est-ce que nous, on lutte, les Autochtones luttent pour une certaine survie depuis longtemps, suite à un énorme génocide et qui s'est poursuivi très, très longtemps. Là, on a encore des grosses nouvelles là-dessus. Puis, donc, c'est toujours ces questions-là qui nous ramènent, oui, sont omniprésentes. Moi, je trouve ça subtil, en fait, j'aime bien ça. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a comme une espèce de mise en abîme, hein, de la disparition, hein, du génocide, on va prononcer le mot. Il y a comme une mise en abîme quand on la suit dans la réflexion sur toutes les espèces, hein, immenses, ancestrales, qui sont sur le point de disparaître sur le plan scientifique, entre autres, là, quand on pense, par exemple, au travail plus loin. Oui. Et justement, sur le plan scientifique, moi, ce que je voyais, c'est que, en fait, le livre a été publié en 2019 et il prédit pratiquement la pandémie de 2020. On est en plein dedans maintenant, mais quand on le lit, on se dit, bon, on se replonge dedans parce que c'est pratiquement la même histoire, là, l'arrêt du trafic aérien et du trafic maritime, ce qui fait que le personnage principal se retrouve sur un bateau. En pleine pandémie, c'est un peu étrange, mais en même temps, on se dit peut-être que justement la communauté scientifique l'avait vraiment prédit, cette pandémie-là, d'une certaine façon. Oui, ça, c'est l'aspect intéressant. En fait, quand je lisais le livre, quand je suis tombé quand on tombait de plus en plus dans cette idée de pandémie-là, je suis allé relire au début. Voyons, en quelle année ça a été écrit? J'avais l'impression que c'était écrit en temps réel. Puis je dis, OK, là, j'ai été surpris. L'auteur m'a surpris parce que l'autrice m'a surpris parce que je me suis vraiment laissé prendre en disant, ah ben là, non, qu'elle a écrit ça pendant la pandémie. Non, pas du tout, là. C'est sorti avant. L'anticipation fonctionne bien à ce moment-là, puis ça nous accroche encore un peu plus à ce moment-là parce qu'on se dit, OK, l'anticipation, c'est un peu ça, c'est un peu voir clair. Il y a un côté dans le livre d'anticipation proche, ça me fait penser à la série Black Mirror où on est très, très proche dans le temps. Donc, ça nous fait réfléchir au moment présent, à nos actions. Puis ça, à partir de ce moment-là, j'ai un peu plus accroché au livre parce que je me dis, OK, on est dans ce genre de science-fiction que tout peut arriver. On n'est pas dans les éclats, on n'est pas dans le sensationnalisme. On est vraiment dans le réel du quotidien, mais une anticipation qui se pourrait sur une nature qui se dégrade, sur un monde qui est en train de disparaître. Puis donc, on s'accroche à ça, on trouve ça triste parce qu'on le vit, en fait, en temps réel. Fait qu'il y a quelque chose, c'est ça, de doux amer, en fait, quand tu arrives vers la fin du livre. Moi, je me demandais même à un certain moment s'il n'était pas trop tôt pour lire ce livre-là, étant donné que nous, on n'avait pas encore vu la fin de
de cette crise sanitaire-là. Mhm. Et justement, en lisant le livre, je ne sais pas, Madame Nicolas, ce que vous en pensez, à un moment donné, on en vient à se dire, on veut voir comment elle va prédire la fin de cette crise-là pour un peu voir comment nous, ça va finir. Ah, je ne sais pas, moi, je ne l'ai pas. C'est drôle, hein? Je ne l'ai pas transposé. Je l'ai vu. J'ai vu qu'il y avait euh, cette incroyable similarité avec ce qui se passe en ce moment. Mais j'ai vu ça comme ce qui m'est venu en tête tout de suite, c'est cette parole de Madeleine Gagnon, la poète et écrivain, qui disait toujours: nos écrits nous précèdent. Et je trouve ça intéressant parce que c'est la première pensée qui m'est venue quand j'ai constaté justement qu'elle faisait état de cette pandémie qui, dans le fond, elle l'a écrite un peu avant, mais vraiment très peu avant que ça nous arrive. Mais je pense que nos écrits nous précèdent vraiment. C'est un petit côté magique là, dans ma tête auquel je continue de m'accrocher parce que souvent, ça se vérifie dans la réalité. Moi, ce qui m'a fasciné beaucoup, outre tout l'aspect scientifique, c'est l'extrême lucidité de la voix narrative. Dès le début, elle a 4 ans à peine. Et il y a une cohérence avec cette façon, cette espèce d'humour décapant qu'on sent dans la voix, de lucidité extrême sur la situation qu'elle est en train de vivre. Et cette voix-là, elle grandit avec le personnage. Donc ça, c'est vraiment bien maîtrisé. Et les pointes d'humour qu'on sent, d'humour grinçant, quand la petite est rendue autour de 10 ans, 11 ans, puis il y a vraiment, vraiment quelque chose de très particulier et de décapant dans sa façon de regarder, j'allais dire de sculpter, hein, parce qu'elle reçoit un petit stéthoscope en plastique à l'âge de 4 ans, puis elle ausculte à peu près tout ce qui l'entoure, mais elle continue comme personnage d'ausculter à travers le roman. Et cette façon qu'elle a de le faire, c'est vraiment en progression avec la réalité de l'âge du personnage. Ça se perd jamais. Il y a vraiment des traits de caractère qu'on reconnaît de la petite de 4 ans rendue à la fin du roman. Mhm. Je suis en train de penser à quelque chose. Tantôt, vous avez nommé, Ève, tout le côté autochtone. En fait, cette pandémie-là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle est en train d'éliminer l'humanité au complet. Puis ça ramène à ce qui s'est passé en Amérique après l'arrivée de Christophe Colomb, après l'arrivée, donc, 90% de l'Amérique, des Autochtones sont disparus par la maladie. Donc, on est encore une fois dans ce monde méta-là où on peut, à quelque part aussi, il y a quelque chose qu'on habite sur cette planète-là, puis ça peut tout nous arriver, mais ça nous ramène à cette histoire-là qui est arrivée il n'y a pas si longtemps, en fait, dans l'histoire où 90% d'une population a été décimée. Donc, on est encore ancré dans une certaine réalité où c'est possible, tout à fait, ça s'est déjà passé. Donc, là, tu vois, j'en parle, ça me donne des frissons. Mais je suis tellement d'accord. C'est exactement, tu sais, quand je te disais, il y a comme une mise en abîme, là, c'est dans ce sens-là que je le disais aussi. C'est comme si tout ce qui était du passé peut être relu à l'éclairage d'aujourd'hui. Il y a quelques belles choses hein, sur le plan littéraire qui m'ont frappé. Il y en a tout plein là, au niveau de l'humour grinçant et tout, puis du regard qu'elle pose. On pourrait dire que chaque situation est un peu un regard posé sur un aquarium, là, d'où pour moi le S de la fin du mot là, dans le titre. Mais je pense à quand elle ausculte son papa, puis qu'elle ausculte le cœur du papa, puis qu'elle dit... j'essaie de retrouver la façon exacte dont elle l'a dit, mais un cœur brisé bat exactement comme un cœur intact. Et c'est extrêmement intéressant, cette phrase, parce qu'il y a comme un écho qui nous vient dans sa phrase finale, quand elle dit « Moi, je serai cette vieille qui va cracher dans la bouche du nouveau-né pour l'immuniser. » mais contre le monde hein, et aussi pour lui transmettre quelque chose. Il y a vraiment une boucle qui se fait dans certaines de ces phrases-là qui reviennent, qui sont glissées là,
dans l'ensemble du roman. Oui, et on parle aussi, quand elle parle de son père, je me souviens qu'elle parle souvent que son père, lui, il chassait les microbes. C'était Tout à quelqu'un fait. qui vendait des produits pour chasser les microbes. Et elle se ramasse un peu à rechercher des microbes d'une certaine façon, en fait, Mhm. des microbiomes pour sauver le monde. Alors, il y a tout ça aussi, là, tout cet aspect-là, ce cercle-là qui revient, autant qu'on veut combattre une pandémie, autant, comme vous dites, qu'elle va cracher dans la bouche de son enfant pour l'immuniser elle-même euh, en lui transmettant ça, ces microbes-là. Et comme Jocelyn Souy disait tout à l'heure, les Premières Nations ont été aussi victimes de pandémies comme ça avec l'arrivée des colons qui les ont contaminés par leurs microbes aussi et qui les ont exterminés de cette façon-là. Dans un contexte plus contemporain, aujourd'hui, on parle de réfugiés climatiques. On dit qu'on a fermé les frontières aux réfugiés climatiques dans le livre. Peut-être que les colons, à ce moment-là, auraient pu être qualifiés d'une certaine façon de réfugiés climatiques, étant donné qu'ils cherchaient d'avoir plus de terre et cherchaient des épices. On parlait tantôt de complexité dans le livre. Moi, j'ai remarqué en fait une connaissance exceptionnelle aussi, remarquable justement de la biologie marine de l'auteur. Elle a dû faire beaucoup de recherches, mais les connaissances sont très approfondies et très pointues. Comme Jocelyn Sioui disait tout à l'heure, ça reste un livre qui est quand même facile à lire. Mais pour vous, comment avez-vous perçu ça, cette notion scientifique qui est là tout au long du livre? C'est rare qu'on ait des livres comme ça avec aussi pointus là, dans ces notions-là. Ben, moi, personnellement, j'adore apprendre. Absolument, les baleines, c'est vraiment pas mon champ d'expertise. J'en ai comme beaucoup appris sur les baleines. Je savais quelques trucs. Hein. La filiation chez les baleines est importante. Les fils, les baleineaux qui naissent et qui recroisent leur maman. Mais j'ai été... J'étais complètement ravie de pouvoir continuer à apprendre. Moi, c'est toujours mon... J'aime ça que la littérature m'apprenne quelque chose et que ce ne soit pas nécessairement didactique, parce que ce n'est pas vraiment fait de cette façon-là. C'est apporté dans le contexte du personnage. Mm-hmm. Oui. Ouais, puis tu sais, moi j'ai quand même lu, j'ai lu pas mal de science-fiction dans ma vie, donc tu sais, je sens que souvent les auteurs qui écrivent de l'anticipation de la science-fiction font beaucoup de recherches sur la science parce que c'est souvent la base de leur livre. Puis quand je suis plongé, je vais plonger dans l'eau avec l'auteur, l'autrice. Je trouvais ça intéressant. Moi, j'ai toujours écouté quand j'étais plus petit. J'écoutais beaucoup Jacques Cousteau. J'ai toujours aimé me plonger dans un documentaire marin. Puis là, plus qu'on avance avec ce qu'elle nous enseigne, bon, par exemple, une baleine qui vit 210 ans, je crois, à un moment donné. Puis là, j'apprends des choses. Là, je suis dans le documentaire animalier d'une certaine façon, même si sont personnifiés. Les baleines sont personnifiées dans le livre. Puis, puis là, de sentir que cette nature-là disparaît, peu à peu, là, il y a quelque chose d'extrêmement triste quand tu aimes la mer, quand t'es comme moi, je baignais littéralement dans ces documentaires-là quand j'étais petit. C'est quelque chose que je trouve magnifique, les fonds marins, puis qu'on a très peu exploré. Et d'ailleurs, elle le dit dans le livre, c'est très, très peu. On a exploré plus l'espace qu'on explore la mer. Fait qu'on se rend compte de cette tristesse-là on s'intéresse toujours à ce qui a l'air encore plus fantastique. Puis dans le fond, le fantastique est devant nous, l'extraordinaire, puis elle nous décrit ça. Donc, ça pousse les connaissances toujours un peu plus loin. On veut toujours en savoir un peu plus parce que dans le fond, on connaît juste pas ça. La mer, tu sais, on la connaît pas. Et puis elle est là, elle nous entoure. On est de la mer, en fait, les êtres humains. Tu sais, on est parti de l'eau, fait qu'on est des êtres aquatiques à la base. Bref, en tout cas, c'est ça. On retourne à la mer à la fin. Tu sais, il y a tout ça dans le livre aussi. Ouais, contrairement à un retour à la terre, ici, on a un retour à la mer qui est d'une certaine façon justement plus logique, là, étant donné qu'on sait, comme vous venez de dire, qu'on vient de la mer. On parlait, je voulais juste revenir aussi sur les baleines, quand on parle de la filiation. Moi, il y avait un bout qui m'avait beaucoup touchée.
parce que justement, je faisais en tant que Première Nation, je crois, un lien là-dessus, c'est quand la baleine dit maintenant, c'est écrit maintenant, elle reconnaît son nom, même si elle ne connaît ni sa langue ni le français. Mhm. Et j'ai trouvé ça très beau et pour moi très Hmm. touchant. Euh, je trouve que ça résume bien le fait qu'être Première Nation, des fois, même si on a perdu notre langue ou une partie de notre culture, on va reconnaître notre nom, notre identité. Je ne sais pas si vous avez vu des petits exemples comme ça aussi dans le livre, là, très touchants. Là. J'avais remarqué la même chose que vous, Ève. Ben, en fait, là, moi, soit j'avais pas saisi ça, puis là, en le disant, ben, en effet, j'adhère tout à fait. Là. Je suis un peu comme... En fait, c'est ça. Ce que j'aime de la discussion en ce moment, c'est que c'est plus qu'on plonge dedans, parce que là, je me disais avant d'arriver, qu'est-ce que je vais dire? Je suis capable d'en parler tant que ça. Puis ce livre, finalement, est rempli de sens parce qu'il y a beaucoup de symboles. Puis à force d'en parler, on voit les symboles émerger. Tu sais, la mère, c'est aussi la mère de famille, mais la mère, donc on vient de la mère. Tu sais, il y a beaucoup de sens par rapport à la filiation, par rapport à un paquet de trucs que je trouve très, très beau, finalement. Tu sais. À force qu'on en parle, je me laisse surprendre. Euh, Si je peux me permettre, Jocelyn, moi, une des choses qui m'avait frappée, c'est les mères. Hein? Elle est orpheline de mère, elle se retrouve à l'âge de 4 ans orpheline de mère. Ensuite, quand elle est à l'école privée, elle a une amie qui vient de perdre sa mère. Euh, elle met en scène quelques personnages, dont celui de, mon Dieu, je ne vais pas me tromper de prénom, mais qui est né pendant l'éruption d'un volcan connu là, en 1800 quelque. Je pense qu'il s'appelait Paul, peut-être, je ne me souviens pas, je pense que c'était Paul. Lui aussi se retrouve orphelin, sans mère, avec une mère, disons, adoptive ou nourricière. Et puis après ça, on a comme cette série qui vient coller à la baleine, dont la grande, la baleine la plus âgée, la baleine matriarche, je vais l'appeler comme ça, Mm-hmm. qui elle aussi se retrouve à avoir perdu ses baleineaux. C'est fascinant ce jeu entre, je dirais, les orphelins, orphelines, mais également, si on pense au personnage de Désiré, qu'on retrouve dans un des passages, là, comme je vous disais, qui sont comme un peu pas nécessairement dehors, mais comme si elle regardait d'autres, comme si sa personnage, en fait, la narratrice, regardait d'autres histoires. Et donc, cette femme qui s'appelle Désirée, qui n'est pas nécessairement incluse dans le clan, dans la tribu, qui est un peu en marge d'eux, qui n'a jamais eu d'enfant. Et c'est une des raisons pour lesquelles elle est pas vraiment Mm-hmm. incluse. Et donc, elle est orpheline d'enfants. C'est assez intéressant, ce mouvement, je dirais, de bascule entre les mères perdues, avec un écho à la mère perdue MER, puis les enfants qui tentent, ou ces orphelins qui tentent de continuer à porter l'histoire avec eux. Mm-hmm. Puis c'est ça, à la fin, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que le personnage tente de sauver la mère. Tu sais, il y a Oui, quelque chose, il y a quelque chose qu'on puisse continuer. Il faut sauver la mère. Et la mère, elle prend un sens encore plus grand. oui, Là, oui. on joue avec les homonymes, puis ouais. C'est très intéressant. En fait, je l'avais entrevu, et là, on en parle, puis là, tout devient limpide, en fait. Des fois, on essaie de faire des liens entre les différents trucs, puis il y a des liens qui arrivent à la fin du livre, puis ça ne m'était pas apparu aussi clair. Là, on en discute, puis finalement, je fais OK. L'autrice a vraiment bien ficelé, en fait, cette façon de nous amener dans cette histoire-là euh, de survie, de survie de filiation, peut-être par rapport aux Autochtones, mais de survie de filiation par rapport à nous, êtres humains, par rapport à la vie en général, de ce retour à la mer. Ouais, c'est très, très bien. En fait. Oui, il y a effectivement beaucoup de métaphores, puis beaucoup de métaphores liées à la mer. On a même la tante, la tante
du personnage principal, pardon, qui devient aussi des fois, à un moment donné, une mère de remplacement pendant un été pour la personnage. Là, elle voit c'est quoi avoir une maman, avoir une vie de famille. Euh, mais c'est quand même, dans la discussion, pour les auditeurs, peut-être ça peut avoir l'air un peu compliqué ou très avancé, là, littérairement comme livre, mais non, c'est quelque chose, je trouve, c'est un livre qui est très, très fluide, justement. C'est ça qui est impressionnant, malgré toutes les références scientifiques et tous les chapitres, dans le fond, là, qui évoquent des aquariums différents avec toutes leurs métaphores. C'est un livre, à mon avis, qui est très fluide et et très quand même facile à lire là, dans toute sa complexité. Sylvie Nicolas, vous qui avez écrit en littérature jeunesse, est-ce que c'est le genre de livre que pour un adolescent, par exemple, que vous croiriez qui serait accessible? Oh, absolument. Absolument, parce que la voix narrative est vraiment forte. Hein? Quand je disais que déjà à l'âge de 4 ans, on a l'impression d'une extra-lucidité, mais qui ne se dément pas. Et c'est vraiment elle qui finit par toujours nous ramener. Tu sais, vous parliez de c'est pas difficile à lire. Effectivement, ça l'est pas dans la mesure où cette voix nous porte constamment. Quand on retombe chaque fois dans le regard qu'elle pose sur tout ce qu'elle voit, découvre, réfléchit, on n'est jamais perdu parce que c'est une voix qui commence très tôt, à l'âge de 4 ans. Hein. C'est comme ça qu'on la découvre, Émeraude Pic. D'ailleurs, je trouve son nom extrêmement intéressant. Mais Émeraude peut absolument trouver, je dirais pour les adolescents, il y a un écho extrêmement intéressant sur les questions existentielles, mais aussi sur le regard parfois cruel que les adolescents posent sur le monde autour. Et ça ne se dément pas dans le roman. Elle est d'une extra-lucidité. Puis ça pourrait vraiment, vraiment plaire. Oui, tout à fait, aux adolescents, oui. Jocelyn, Sylvie, votre avis? Ben, tout à fait, c'est ce que je me disais en lisant en lisant la première fois. Je me disais tout à fait, moi, je n'hésiterais pas à le faire lire à des adolescents parce que ça parle de nous en ce moment, mais c'est pas, même si on est dans l'anticipation, on n'est pas dans une certaine lourdeur au niveau du texte, vraiment pas. Donc, ça se lit très bien. Les personnages aussi ont une certaine simplicité. Il y a un petit côté, des fois, comme tu sais, ça, frondeur, qui est intéressant. Moi, en fait, je me demandais si, à la base, ce livre-là, parce que, bon, c'est pas inscrit sur la 4e de couverture, je me demandais exactement à qui ça s'adressait en le lisant. Je me disais, moi, j'apprécie bien. Est-ce que l'autrice visait les adolescents? Parce que c'était comme pour moi une évidence en lisant que c'était une lecture parfaite pour des ados. Oui, c'est ça, j'ai eu le même questionnement parce que moi, je voyais, c'était écrit roman nouvelle autochtone. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de vous sonder là-dessus. Je me disais, ben, en tant qu'adulte, j'ai vraiment apprécié, mais il y a une grande partie aussi là, où on voit là, que ça peut facilement s'adresser à une clientèle là, un peu plus jeune et qu'il y a une belle cohérence là, là-dedans. Mais je pense que quand l'écriture est forte, et quand l'univers qui est présenté est riche, ce qui est le cas ici, il n'y a pas de frontières entre les lectures. On pense à Harry Potter, où est-ce que ça a commencé à l'âge de 7 ans, puis ça va jusqu'à plus encore, là, jusqu'à 100 ans. Puis je pense qu'Aquarium couvre probablement pas pour les plus jeunes, je dirais du primaire, mais encore, dès le secondaire, c'est vraiment, et ça s'adresse également au grand public. Ça s'adresse aux adultes autant qu'aux adolescents. Ça s'adresse à toute personne qui veut ressentir quelque chose, trouver un lien, mettre son ancrage quelque part dans des situations de vie. C'est une belle image de mettre son ancrage dans la mer qui nous est proposée dans l'Aquarium.
Pour moi, aujourd'hui, ça ferait le tour. Je ne prendrai pas plus de votre temps, à moins que vous ayez des choses à ajouter, des commentaires ou d'autres observations que vous aviez avec le livre. Ben, j'aimerais ça dire, entre autres, que c'est peut-être anecdotique, mais je trouve que ça ne l'est pas dans le roman de... euh, il est question de Henri, hein, qui est une amitié de longue date avec la petite Émeraude Pic. Là. Ils vont suivre toute leur vie, là, ces deux-là. Et elle présente ce personnage-là qui est atteint de ce qu'on appelle la maladie des enfants de la Lune, là, ceux qui ne peuvent pas être Oui. absolument pas être près des rayons du soleil. Puis je trouve que c'est rare qu'on voit dans la littérature un personnage de ce type-là qui lui-même connaît une grande progression. Il finit par travailler dans l'ombre, mais ils se suivent et il y a comme une contrepartie entre ce personnage extrêmement lumineux qui est Émeraude Pic et l'autre qui est dans l'ombre. Puis ça soulève aussi toute la question de la peau. Hein? On a toutes sortes d'expressions qui disent être bien dans sa peau, être dans sa peau. Puis d'ailleurs, la peau est souvent mentionnée dans le roman. Puis elle nous met en scène aussi ce personnage-là, atteint de cette maladie-là. Puis ça, pour moi, c'était pas anodin. Il y avait quelque chose de beau là-dedans aussi. Puis ça m'amène à rebondir là-dessus où ces deux personnages-là, en fait, sont des anti-héros. Tu sais, c'est pas les modèles. Et puis, en fait, c'est eux qui sont en train de sauver le monde. Oui. Puis ça aussi, au niveau des adolescents, on parlait tantôt, tu sais, l'image qu'on se fait des Instagram et de ce monde qui n'arrête pas de nous bombarder de films de super-héros. Là, on a des gens, dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Ceux qui sont en train de faire des recherches, c'est les nerds, tu sais, c'est les gens qui ont étudié longtemps, qui ont peut-être été mis dans l'ombre quand ils étaient plus jeunes, mais finalement, c'est eux qui occupent des postes, qui font des recherches, qui font en sorte qu'on a eu un vaccin, en fait, pour la pandémie actuelle. Fait que ce sont ces gens-là, les vrais héros. C'est ceux qui ont été au front tout le long de la pandémie. Fait que c'est un peu ça qu'on nous dit. C'est pas grave que tu sois quelqu'un qui est né dans un livre, que tu sois différent, que ta peau, tu sois pas capable d'aller au soleil, que tu sois un handicapé, que tu sois... Tu peux vraiment apporter quelque chose à ce monde. Puis c'est peut-être toi qui vas faire une différence, en fait. Puis ça, pour moi, ça me parle énormément parce que c'est un peu comme ça que je vois la vie. Je suis né avec une petite maladie neuromusculaire. Puis quand j'étais jeune, mon père me répétait que je pouvais faire des belles choses. Puis moi, je me suis répété ça dans ma tête. Fait que on a toute une place, on a toute une place à occuper dans ce monde-là. Fait que c'est ce qu'on nous dit là-dedans. Puis ça, je pense que ça peut aussi beaucoup parler à des jeunes qui, des fois, sont en questionnement. Ils se posent des grandes questions sur la vie. Puis là, ben, on a des anti-héros et qui sont vraiment en train de sauver le monde, tu sais, à quelque part. Ils sont en train de faire des grandes choses pour l'humanité. C'est très beau, en fait. Oui, parfaitement d'accord, Jocelyn. Oui, c'est vrai. Il y a une belle résilience dans le fond, dans l'histoire de ces deux personnages-là là, qui ont chacun vécu là, leurs difficultés. Même quand on parle de sauver le monde et de gens passionnés comme ça, Emeraude parle à un moment donné d'une découverte qu'elle a faite qui a finalement été utilisée pour faire illuminer les plates-bandes des gens bien nantis. Là. Puis qu'elle aurait peut-être un bureau avec des fenêtres qui rouvrent si elle avait décidé de s'en aller, d'utiliser ses découvertes comme ça. Et là, c'est ça, on voit que pour elle, il n'y a pas de... il n'y a pas d'intérêt pécunier. Dans le fond, elle travaille vraiment pour sa passion et pour sauver le monde, comme vous dites. Et c'est vrai que il y a une belle part d'anti-héros. Moi, mon seul regret un peu, c'est vers la fin, on oublie un peu Henri. J'aurais aimé ça en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui arrive ou en fait... j'aurais aimé ça qu'il soit un petit peu plus présent parce que c'est un personnage que j'aimais beaucoup au début, quand il se rencontre au début du livre. Mais c'est vrai. Et le rapport à la peau aussi est très important, là, comme je crois que c'est Madame Nicolas qui disait. On en parle souvent, et même quand elle parle là, d'ausculter, de regarder. On en parle même jusqu'à la fin, là, à la découverte là,
de l'homme des glaces, là, où elle a Oui. une description là, aussi là, très détaillée de la peau de cet homme-là là, qui a été découvert. Mais qui porte sur lui l'histoire. Exactement. Hein, l'histoire de cette baleine-là, l'histoire de ce dont il a été témoin, c'est très, très fort, ça aussi. Oui, effectivement. Alors, un livre très intéressant et comme je crois que ça vaut la peine aussi, après avoir lu ce livre-là, d'en discuter parce que comme Jocelyn Sioui disait tout à l'heure, plus on en parle, plus on se rend compte que finalement, il y a divers niveaux, qu'on a compris des choses auxquelles on n'avait pas pensé au début. Mais je vous remercie beaucoup les deux d'être venus discuter avec ce livre-là. J'espère que vous allez donner envie à nos auditeurs de le lire ou de le relire. Moi, c'est un livre que je crois que je vais relire quelques fois, étant donné qu'il y a tellement de niveaux et tellement de belles métaphores à voir. Ça va toujours être un plaisir de le relire. Ah oui, tout à fait. Je vais le faire moi-même parce que quand j'ai écouté Sylvie tantôt parler, j'étais là, ben oui, j'avais pas vu ça, ben là. Ça me donne le goût de relire avec ce sens-là. Un peu comme on regarde un film rempli il y a des films qui ont plein de subtilités. Moi, je suis très, très proche du cinéma aussi. Tu sais, j'adore regarder des films, puis les symboles, puis les films que tu regardes souvent. Puis là, celui-là, c'est un peu ça. C'est un livre que j'ai le goût de replonger pour revoir les symboles pour comprendre de nouvelles choses. Tu sais. Ça, c'est intéressant quand tu as le goût de relire un livre. Oui, donc ça veut dire que c'est un bon investissement, si on a le goût de le lire et de le relire. Exactement. Merci à vous deux. Merci Sylvie Nicolas et Jocelyn Sioui d'avoir été des nôtres. Avec grand plaisir. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Bien heureuse d'avoir pu échanger aussi avec vous et avec Jocelyn. Merci beaucoup de l'invitation. Au revoir. Au plaisir. Ciao, Hank. Bye. Aquarium de J.D. Curtness ainsi que son premier roman, De vengeance, sont publiés aux éditions L'Instant même. Merci d'avoir été des nôtres et à une prochaine édition. Ciao, Hank. Cet épisode de Balado vous a été offert dans le cadre de l'initiative Écho du 10e Salon du Livre des Premières Nations. Une réalisation de Kwahiatonk, réalisée grâce à l'appui financier du Conseil des arts du Canada et de la SODEC. Animation, Ève Bastien. Invité, Sylvie Nicolas et Jocelyn Sioui. Technique et réalisation, Nicolas Ottawa. Musique et montage, Marc Vallée. Coordination, Gabriel Bergeron. Production, Louis-Carl Picard-Sioui. Kwahiatonk. Marquer l'imaginaire.